La déclaration de politique générale du Premier ministre a été votée, oui, à l'Assemblée législative de transition ce samedi par 64 députés sur 69 présents. 3 grands axes d'action ont été présentés par Maître Joachim Kellem de Tambela, le recouvrement de l'intégrité du territoire national, le bien-être social et la refondation de l'État, le point dans ce journal. À Koudougou, en 3 jours, près de 200 femmes ont bénéficié d'un dépistage du col de l'utérus et du sein. 10 d'entre elles ont présenté des signes de la maladie. Cette campagne a été initiée par l'association Donner un sourire à chaque visage qui décide de prendre en charge les cas suspects. Et puis 10e journée du championnat Ligue 1, le Real du Faso enregistre une victoire face au RCB dont le coach passe par une remise en question sévère de la performance de son équipe. Le Real du Faso, avec cette victoire, laisse derrière lui dans le classement l'AS Police et le Royal FC. Nous vous retrouvons pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Déclaration donc de politique générale du Premier ministre, Maître Joachim Kellem de Tambela, devant les députés de l'Assemblée législative de transition en 45 minutes environ. Il s'est livré donc à l'exercice. 3 grands axes d'action ont été dégagés. Le recouvrement de l'intégrité du territoire national, le bien-être social et la refondation de l'État. Cette politique générale a été approuvée par 64 voix à l'Assemblée législative de transition. 4 députés ont exprimé leur avis défavorable et un seul s'est abstenu de voter. Tous les détails dans ce reportage signé Maxime Jean Bombora. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kellem de Tambela, plébiscité par les députés de l'Assemblée législative de transition à l'issue de son discours de politique générale. Ces députés lui donnent ainsi leur quitus pour mettre en œuvre sa vision déclinée dans ce discours de politique générale. Un discours axé sur 3 principaux points, notamment le recouvrement de l'intégrité du territoire national, le bien-être social des Burkinabés et la refondation de l'État par une gouvernance vertueuse et visionnaire. La restauration de l'intégrité du territoire et la sécurisation des populations reste la priorité des priorités selon le chef du gouvernement. Comment voulez-vous qu'on organise des élections si le territoire est occupé à 80%? Allez. C'est pour ça que nous voulons mettre l'accent d'abord dans la lutte contre le terrorisme. Pour que quand les élections auront lieu, tous les Burkinabés puissent participer. Et que ce soit des élections inclusives. Donc c'est pour ça que le chef de l'État met l'accent avant tout dans la lutte contre le terrorisme pour la sécurisation du territoire et des populations. Sur le deuxième point relatif au bien-être social des Burkinabés, le chef du gouvernement entend prendre des mesures concrètes et incitatives tant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation, de la culture, des infrastructures ainsi que du sport. Nous devons urgemment stimuler l'innovation et la recherche afin de mettre les bases d'un développement industriel créateur de valeur ajoutée et d'emploi. N'ayons pas peur d'oser. Bien au contraire, selon les termes du président Thomas Sankara, osons inventer l'avenir. Tout en saluant la qualité du discours, les députés de l'Assemblée législative de transition ont pris l'engagement d'accompagner le Premier ministre pour la mise en œuvre effective de cette politique générale. La déclaration, d'autres vont apprécier comme d'autres ne vont pas apprécier. Mais l'essentiel est fait. En fait, ça a été adopté à l'unanimité. C'est pour dire en consensus. Et on remercie également et nous souhaitons que le bon Dieu l'accompagne quand même à la réalisation et à la réalisation de ce projet. Il est apprécié positivement parce que je sens que c'est un Premier ministre qui voudrait vraiment travailler pour éradiquer l'insécurité dans notre pays. Mais je voudrais qu'il prenne en compte l'autre moitié du siècle qui représente 52% de cette nation. Sur 69 votants du jour, 64 ont voté pour, 4 voix contre et 1 abstention. La prochaine session est prévue pour le mardi 22 novembre avec à l'ordre du jour l'élection du bureau et la mise en place des différentes commissions. Première sortie médiatique de l'association de lutte contre le crime économique Baobab qui regroupe notamment des experts internationaux. Samedi dernier, le docteur Daouda Zouri, à la tête de cette association, a dénoncé le système de gouvernance au Burkina qui, selon lui, en plus de la pauvreté, est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire. Le point dans ce commentaire signé Wenlassida Kabouré. Selon le président de l'association Baobab, le terrorisme serait lié à la pauvreté et à la malgouvernance au Burkina Faso.
Pour le docteur Daouda Zouré, le système judiciaire est complice des crimes économiques dans le pays. C'est dans cette optique que ses camarades lui créent cette association de lutte contre le crime économique dans l'optique d'apporter leur soutien à l'État burkinabé, en menant des actions concrètes contre la fuite des capitaux ainsi que l'enrichissement illicite. Notre association vise aussi pour que en fait, nous puissions avoir un système de gouvernance pour que vous parlez à l'impunité des gestionnaires. Parce que lorsque les gens sont responsables et qu'il y a des cas avérés de détournement et qu'ils ne sont pas punis et qu'on ne leur demande pas de rembourser, donc ça veut dire que le pays sera toujours en retard. Donc l'objectif maintenant de notre association par rapport aux autres, maintenant il ne faut pas dénoncer le crime, mais il faut mettre des actions maintenant concrètes pour que les mauvais gestionnaires et les délinquants puissent rembourser. Si le président de l'association Baobab croit dur comme fer qu'il faut lutter contre le système judiciaire actuel, il affirme que ce système n'est que le maillon d'une chaîne qu'il faut combattre. Il faut mettre d'abord des dispositions juridiques pour dire qu'au Burkina, d'abord, lorsque quelqu'un vole, il ne faut pas l'emprisonner, mais de faire rembourser. Donc il faut changer la loi. Lorsque la loi existe maintenant, donc lorsque quelqu'un détourne, maintenant les faits sont avérés. Maintenant, on lui dit que maintenant, vous avez un délai pour rembourser. Même s'il a investi, on peut saisir ses biens aussi. Et puis bon, actuellement même, ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Lorsqu'il y a les transferts, aujourd'hui, il y a des mécanismes maintenant de suivi des flux financiers illicites. Si on ne se développe pas, c'est ça. Les fonds sont là, utilisés à d'autres fonds. Le docteur Daouda Zouré n'a pas manqué de formuler des recommandations afin d'aller vers un système endogène. Il suggère aux autorités burkinabè de sortir du mode copier-coller et de bâtir leur propre modèle de gouvernance. En rappel, l'association Baobab rassemble des experts internationaux, des juristes, des avocats, des experts comptables et financiers, ainsi que des organisations de la société civile. À Kaya, dans le centre-nord, zoom sur la situation des artisans spécialisés dans la vente des produits fabriqués à base de cuir. Leurs activités connaissent une baisse d'engouement en raison de la situation sécuritaire. Au marché central de Kaya, nous avons tendu notre micro à des artisans qui parlent de la morosité du marché. Aussi, ils expliquent que le report des grandes rencontres nationales telles que le CIAO porte un coup encore plus dur sur leur commerce. Nous en parlons donc avec Abdoulaye Migné. Kaya, chef-lieu de la province du San-Matenga, une province connue pour sa potentialité en cuir et ses articles faits à base de peau. Des populations sont bien ancrées dans la transformation de peau en divers articles. Ici, au hall des artisans du marché central de Kaya, les articles sont exposés. Des chaussures, des sacs à main, des portefeuilles, des ceintures et des cartables sont faits à base de cuir ici à Kaya. Kadri Ouedraogo a hérité de son père il y a près de 2 décennies. J'exerce ce métier depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé quand j'étais petit à l'école primaire. Je travaillais avec mon père. Dans tout le Burkina Faso, le cuir vient de Kaya. Nos parents nous ont expliqué que ce travail a commencé à Kaya il y a plus de 300 ans. Nous prenons les peaux d'animaux à l'abattoir. C'est avec ça que nous travaillons. Avec la crise sécuritaire, les artisans voient leurs activités frappées de plein fouet. La ville n'est plus fréquentée par les étrangers qui sont les meilleurs clients de ces artisans. Les activités culturelles telles que le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, étant suspendues, les artisans sont dans l'impossibilité d'écouler davantage leurs articles. Quand le tourisme marchait, chaque jour nous recevons la visite des expatriés, sans compter les clients des pays voisins comme le Mali, le Ghana et le Niger. On se frottait les mains, mais maintenant la situation impacte tout le monde. Nous avions des rencontres ici dans le San-Matenga et à travers ces rencontres, on pouvait écouler nos produits. Mais actuellement, les gens qui sont à Ouaga même refusent de venir ici à Kaya à cause du terrorisme.
Les artisans du marché central de Kaya souhaitent vivement que la situation sécuritaire soit maîtrisée pour permettre de donner un souffle nouveau à l'économie informelle. En attendant, ils souhaitent que les autorités mettent en place un cadre de rencontre sous-régional pour permettre aux artisans d'écouler leurs produits. Les résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2022-2023 ont été présentés ce vendredi et ensuite validés par le comité de prévention de la situation alimentaire. Ces résultats sont inférieurs à ceux de l'année dernière et indiquent qu'au Burkina, un peu plus de 2 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire dans le mois d'octobre, novembre et décembre. Le point des résultats, c'est dans ce commentaire de Wanla Sida Kabouré. Les membres du comité de prévention de la situation alimentaire et nutritionnelle CPESA, réunis les 17 et 18 novembre en sa deuxième session de l'année 2022. Après une série de présentations sur l'état de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée du pays, le comité a validé les résultats des différents bilans céréaliers et alimentaires pour la consommation 2022-2023. Selon le ministre de l'Agriculture, Denis Ouedraogo, bien que inférieurs à ceux de l'année dernière, les résultats de l'année 2022-2023 arrivent tout de même à couvrir la consommation globale. Nous pouvons conclure globalement que nous avons eu un excédent de 297 812 000 tonnes, ce qui est inférieur à la situation de l'an passé, mais elle nous permet, dans une situation globale, d'avoir une quasi-stabilité en termes de production. Et cela se justifie par le fait que malgré le déplacement des populations, la saison a été relativement bonne. Les braves paysans et les services techniques ont mis du sien et nous sommes parvenus à des résultats réconfortants. Pour le ministre en charge de l'agriculture, le secteur agricole au Burkina Faso est fragilisé avec l'insécurité grandissante et les phénomènes climatiques au cours de l'année. Il rassure par ailleurs que des mesures idoines sont prises par le ministère pour améliorer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Et malgré la situation alimentaire qui est quasi stable, il y a environ 12% de la population burkinabé, ce qui représente plus de 2 300 000 personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire entre octobre et décembre. Si effectivement rien n'est fait, cette proportion pourrait passer à 16% dans les mois qui suivent, entre janvier et juin. Alors, c'est justement pour pouvoir entreprendre les actions que nous avons fait les évaluations. Et le gouvernement, et particulièrement le ministère de l'Agriculture, a un plan de réponse qui peut aider les personnes, pour aider les personnes vulnérables à avoir ce dont ils ont besoin pour manger à leur faim. Denis Ouedraogo rappelle que pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, il faut avoir une bonne production variée et en quantité suffisante. Il poursuit en rassurant que les conditions de stockage seront améliorées pour éviter l'avarie des produits agricoles et voir dans quelle mesure accroître la production de l'année 2023-2024. Dans la suite de cette édition de la mi-journée, l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC en conférence publique au profit de la jeunesse samedi dernier. L'impact du boom minier sur le quotidien des Burkinabés, c'est le sujet qui a été abordé. Cette conférence animée par Priscille Zongo, directrice exécutive de la Chambre des mines du Burkina, avait pour objectif d'informer la jeunesse sur le domaine des mines et lui permettre de comprendre l'apport du secteur dans l'économie nationale. Le point avec Mamétri Anakamabou. Le Burkina Faso fait partie des pays miniers en Afrique. L'activité minière sur l'étendue du territoire national a connu un essor considérable. Mais quel est l'apport socio-économique de l'exploitation minière au Burkina? C'est la question qui a été développée par la directrice exécutive de la Chambre des mines du Burkina à cette conférence publique. Il était question pour cette conférencière de faire comprendre à ses étudiants les enjeux et les défis que rencontrent ces sociétés et leur mode de fonctionnement.
Une société minière, c'est un écosystème. Un écosystème qui à la fois produit, et parce qu'elle produit, elle a besoin des biens et des services, et parce qu'elle produit, elle a besoin d'employer des compétences, et parce qu'elle produit, il y a des sous-traitants, et il y a des fournisseurs qui ont des contrats, et parce qu'elle produit, il y a une communauté qui peut gagner. Donc, qu'est-ce que l'exploitation minière apporte? Je pense que c'est beaucoup plus, il faut analyser l'apport sur le prisme économique de l'exploitation minière. Selon les conférenciers, 14 mines sont en exploitation au Burkina Faso dans le domaine de l'or, du zinc et du manganèse. Pour Priscille Zongo, le Burkina Faso a adopté un nouveau code minier en 2015 attractif. Cela vise à assurer une gestion équitable des ressources issues de l'exploitation des sites miniers. Donc à l'étape actuelle, l'exploitation minière, on ne peut pas dire que ça n'apporte pas. Si ça n'apporte pas, c'est clair, je pense que les autorités vont prendre la décision qu'il faut. Maintenant, je pense qu'il faut que nous soyons dans la dynamique. Qu'est-ce que ça peut apporter davantage? Il faut que nous, les Burkinabés, nous quittons dans c'est les autres. Les sociétés existent, l'État a pris une décision courageuse sur le code de 2003, le code de 2015 pour qu'il y ait de l'exploitation minière. L'exploitation est là, nous devons maintenant nous poser la question comment on fait pour avoir encore plus de retombées. Initiée par l'Alliance des Nouvelles Consciences, cette conférence publique, selon son président, s'inscrit dans le plan d'action de leurs activités. Les participants invitent la jeunesse à se former davantage dans ce domaine. Les étudiants sont donc dans ce grand ensemble qu'on appelle donc la jeunesse. Et la jeunesse, comme on le dit, la jeunesse c'est l'avenir du pays, la jeunesse c'est la relève. Et vous voyez aussi qu'il y a bien d'étudiants en mines, géologie, en communication. Et la question même des mines, on va dire qu'elle est transversale. Elle touche un peu à plusieurs domaines. Et donc nous pensons qu'il est important de pouvoir permettre à ces étudiants-là d'avoir des informations nécessaires sur les mines. Nous avons aussi retenu que la mine est promoteur d'emploi et pour la jeunesse burkinabé. Donc j'invite mes frères et sœurs à s'intéresser à l'exploitation minière, c'est-à-dire les filières minières, et puis à plus se former. L'exploitation minière au Burkina Faso, quels impacts sur le quotidien des Burkinabés depuis le boom minier était le thème principal de cette conférence publique auquel de nombreux étudiants venus des différentes universités privées ont pris part. En santé, le Lions Club District 403A3 dans la lutte contre le diabète a célébré en différé samedi dernier la journée mondiale dédiée à cette maladie. Plusieurs activités au programme, notamment dépistage et sensibilisation sur le diabète donc, avec l'ambition de toucher 500 personnes. Le concept Un lion, un glucomètre a été mis en place pour doter les CSPS de matériel de dépistage. Nous en parlons avec Linda Sarakaboré. C'est ici au centre de diabétologie réalisé par le Lions Club District 403A3 que se tient cette célébration en différé de la Journée mondiale du diabète. Les défis de lutte contre cette maladie sont grandes, raison pour laquelle le Lions Club du District 403A3 se mobilise une fois de plus pour que la lutte soit menée. Une séance de dépistage et de counseling et une campagne de sensibilisation, de prise de conscience dans les comportements sont entre autres les activités qui ont marqué cette journée. Non seulement on va essayer de voir dans quelle mesure on va pouvoir aider ceux qui sont déjà victimes de cette maladie, mais aussi prévenir avec les comportements modifiables susceptibles d'être un moyen de pouvoir préserver nos populations. Les attentes, c'est de pouvoir dépister environ 500 personnes. Le diabète constitue un véritable problème de santé publique avec son corollaire de conséquences, notamment la difficulté d'accès aux médicaments. Au Burkina Faso, la prévalence du diabète est passée de 4,9% en 2013 à 7,6% en 2021 selon les statistiques du ministère en charge de la santé. L'une des solutions est de s'y prendre tôt en se faisant dépister. Pour favoriser ce dépistage massif, cette année, le Lions Club du District 403A3 va doter les CSPS de matériel de dépistage à travers l'initiative Un lion, un glucomètre. Pourquoi un lion, un glucomètre? Parce qu'il y a plus de 1700 lions au Burkina. Et donc, en principe, nous devons être capables, et je vous dis que nous serons capables de pouvoir fournir autant de glucomètres
pour chaque CSPS du Burkina Faso. Nous allons dérouler l'activité en 2 phases. Il y a la partie campagne de sensibilisation et de dépistage que nous allons mener vers les grands publics, tels les marchés EIA, les écoles. Et il y a la partie collecte des glucomètres pour offrir aux différents CSPS. Donc sur ces 2 parties, nous comptons sur l'engagement Lyon. Cette campagne de dépistage a connu un engouement et les personnes venues se faire dépister apprécient l'initiative. C'est une bonne initiative. Pratiquement, on n'a pas souvent le temps pour faire le test de diabète, mais c'est une occasion pour nous aider. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Chaque année, je viens faire le dépistage. Cela permet de prendre les précautions, notamment la réduction de la consommation du sucre. Je remercie les Lions Club et je les encourage à perpétuer ce genre d'activité. Le gouverneur du district 403A3 a rappelé quelques comportements qui pourraient permettre d'éviter le diabète, notamment l'activité physique. Et pour motiver à cette activité, quelques lions ont entamé une marche pour clore la cérémonie. En rappel, la Journée mondiale du diabète édition 2022 s'est tenue sous le thème « Vivre sainement avec le diabète ». Et à Koudougou, c'est une campagne de dépistage du col de l'utérus qui était organisée par l'association Donner un sourire à chaque visage avec l'appui de l'initiative d'aide au développement local. Donc, la semaine dernière, 72 heures durant, près de 200 femmes ont été dépistées. 10 d'entre elles ont été déclarées suspectes de porter le cancer du col de l'utérus et du sein. L'association s'est engagée pour leur prise en charge en collaboration avec ses partenaires. Le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Sur 192 femmes dépistées du cancer, 10 cas de cancer du col de l'utérus et 1 cas du cancer de sein sont sous surveillance dans la ville de Koudougou. Initiée par l'association Donner un sourire à chaque visage, avec l'appui de l'IDL, l'initiative d'aide au développement local, l'objectif est de participer à l'épanouissement de la femme à travers la sensibilisation, mais aussi un appel au dépistage des gestes nécessaires pour réduire le cancer du col de l'utérus. Le dépistage est le seul geste qui peut permettre de freiner la maladie qu'on appelle le cancer. Et aussi leur apprendre les gestes simples qui sont la palpation. Et le plus important, au-delà de tout ça, c'est qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules dans ce qu'elles pourront traverser au cas où elles seraient détectées positives, mais qu'elles sachent qu'au-delà d'avoir la maladie, il y a une vie et il y a des gens autour d'elles qui sont prêts pour les accompagner. Pour cette campagne de sensibilisation qui a duré 72 heures, les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou n'ont pas été oubliés. Au nombre de 5, elles ont bénéficié du dépistage, une occasion de toucher du doigt les réalités de cette maison carcérale. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce matin. Le fait qu'une association a pensé à intégrer dans les programmes d'activité le dépistage des femmes détenues, je pense qu'on ne peut que s'y réjouir. Donc pour ça, que l'association ait une longue vie afin de pouvoir étendre les actions vers d'autres maisons d'arrêt, parce que je sais qu'il y a des femmes aussi qui attendent dans certaines maisons d'arrêt, qui veulent être dépistées comme des femmes qui vivent à l'extérieur. Le professeur Aboubakar Bambara, cancérologue au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, président de cette cérémonie, a pris l'engagement, avec l'appui des initiateurs, de prendre en charge les victimes. Tous ceux qui ont été dépistés avec des cas suspects ou à confirmer seront donc pris en charge par nos équipes de Ouagadougou en association avec ceux qui sont ici donc à Koudougou. Et enfin, la grande particularité de cette campagne de 3 jours, c'est de pouvoir venir ici en milieu pénitentiaire et penser donc à ces femmes incarcérées qui sont le plus souvent ignorées dans le cadre donc, du dépistage en général. Une autre réalité jugée inquiétante, c'est la surpopulation carcérale dans ce service pénitentiaire. Pour le directeur adjoint de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou, la population carcérale avoisine 350 détenus pour une capacité de 120 places. Un appel est lancé par Issouf Koussoubé aux autres structures d'emboîter les pas de cette association au bonheur des autres maisons carcérales.
Et nous terminons avec un match de la 10e journée de championnat Ligue 1. Le Real du Faso s'est offert une victoire aux dépens du RCB. L'équipe perdante après la rencontre est face à une sévère remise en question de ses performances sur le terrain. Par contre, donc, le Real du Faso peut se réjouir de gagner des places dans le classement devant l'AS Police et le Royal FC. Les images du match avec John William Somda. Enfin, une victoire pour le Real du Faso. Après 9 matchs et la réussite face à l'Étoile Finale lors de la première journée, les protégés du coach Piori Ubanga peuvent sourire. Face au RCB lors de la 10e journée et après une première période soporifique, les jaunes et rouges de Catria ont montré un visage plutôt séduisant, réactif et agressif. Ils ont bousculé les Racingmen aux Anthony pour souffrir leur deuxième victoire de la saison. Réduit à 10 à la 85e, le Real récolte les fruits de son abnégation à la 88e lorsque Abdoul Junior Cabré passe en 2 défenseurs Racingmen pour tromper Moussa Diarra. Un but à 0 en faveur du Real du Faso qui gère convenablement la suite de la partie et s'offre un véritable bord d'oxygène. Une victoire bien méritée, d'autant plus qu'elle intervient après une longue période d'apprentissage douloureux. Puisqu'ils ont appris à perdre, ils ont appris à faire des matchs nuls et nous venons d'apprendre à faire une victoire. Donc j'espère que ça va continuer. C'est un véritable combat, est-ce que c'était préparé? Non, mais le Racing, c'est pas n'importe qui. L'Étoile, c'est pas n'importe qui. Quand nous jouons contre les grandes équipes, les équipes anciennes, là, nous savons comment est-ce qu'il faut motiver les enfants. Mais Dieu merci, ils ont écouté et vraiment, on a pu avoir la victoire. Merci à tout le monde. Incapable de vaincre ses démons ces dernières semaines, le RCB tombe de nouveau dans ses travers. Pour Oscar Barro, le coach des Tigres, il n'y a pas lieu de chercher le coupable ailleurs. Je pense que depuis la première mi-temps, moi j'ai compris que ça allait être très match compliqué. Parce qu'on a eu des opportunités, des facilités où il fallait travailler pour mettre les ballons au fond. Et bon, je pense que j'ai des joueurs qui rêvent sur le terrain. Voilà, et donc c'est comme ça, on a payé cash. Parce que quand vous arrivez à dérouler un tel match, il faut vous attendre à une surprise à la fin. Je pense que ça fait au moins 3 matchs où c'est les derniers instants. Et nous n'arrivons pas à nous concentrer pour essayer d'éviter les pires. Et ce soir, ça a été encore le cas. Contre la Douane, on a vu ça. Et contre les RCK, ça a été. Et contre Sanitas, ça a été. Et aujourd'hui encore, on n'arrive pas à se concentrer derrière. Donc, on ne peut que s'en vouloir à nous. Avec cette victoire, le Real du Faso se permet de laisser derrière lui l'AS Police et le Royal FC et compte désormais 10 points. Une position qui pourrait s'améliorer en fonction des résultats de l'ASB et du Majestic. Le RCB pour sa part quitte le top 5 et se retrouve à la portée des équipes du milieu du tableau. À 5 journées de la trêve, les Tigres se doivent de relever la tête rapidement afin de garder les équipes du haut du classement dans leur ligne de mire. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous pour la suite des programmes. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h avec Nadine Zongo.